Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Bambougar dans les îles du Saloum, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 19 mai 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Criminalisation de l'homosexualité, le collectif And Samm Jikko Yi reste engagé dans une mission noble au service du peuple sénégalais et dénonce une prétendue agression par une bande d'homosexuels étrangers sur le sol sénégalais. Ndeye Fatou Cissé nous fera le point dans ce 12 heures. Atelier de lancement des activités d'inventaire parcellaire et d'appui à la formalisation foncière, la coopérative allemande GFA Consulting Group et le projet Sensouf. Nous nous rentrons à Tcharé. Hôpital Ndamatou de Touba, les travailleurs de l'établissement dessinent une structure malade, voire dans le coma. Le moral au ras des pâquerettes. Les travailleurs estiment que l'hôpital est sous-dimensionné. Nous nous rendrons aussi à Touba Mbaké. Sur l'international, Gabon, après plus de 20 mois d'assignation à résidence, l'ancien président Ali Bongo Ondimon, son épouse et son fils sont arrivés à Luanda, la capitale de l'Angola. Leur départ en exil suscite des réactions contrastées. Et puis sport, 25e édition, drapeau du chef de l'État, Kaolack succède la région de Dakar. CAN U20, l'Afrique du Sud remporte le trophée et succède au Sénégal. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques, son silence fustigé. Dernièrement, en conférence de presse samedi à Dakar, And Samm Jikko Yi a tenu à informer l'opinion qu'elle n'a jamais abandonné le terrain de sa lutte contre l'homosexualité, dont la criminalisation a encore été demandée au duo Diomaye Sonko. Ndeye Fatou Cissé. Nous exigeons le vote urgent de la loi criminalisant l'homosexualité dans tous ses nouveaux aspects cités dans notre document. L'homosexualité, un phénomène qui prend des proportions qui suscite l'indignation de And Samm Jikko Yi. Cette loi est d'autant plus urgente que le peuple sénégalais est encore sous le choc de la dernière provocation et agression menée en toute impunité par une bande d'homosexuels étrangers sur notre territoire. Nous appelons l'État à ouvrir une enquête afin d'élucider les mobiles réels de cet acte et les éventuels commanditaires et complices résidant au Sénégal ou à l'étranger impliqués dans ce programme. Nous exigeons que des sanctions exemplaires leur soient appliquées afin qu'une pareille offense à tout un peuple et à ses valeurs intrinsèques ne se reproduise plus. L'organisation dit n'avoir jamais abandonné le combat. Nous sommes restés droits dans nos bottes. À aucun moment, nous ne nous sommes laissés distraire ou dicter notre conduite. Insensibles à l'influence, indifférents à la pression, fidèles à notre credo, la responsabilité. Le temps de l'État peut ne pas être celui du simple citoyen. Ce n'est que le 19 février dernier que M. El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, a reçu And Samm Jikko Yi. Le 24 février suivant, nous étions devant la presse pour rendre compte de cette audience. Depuis lors, nous attendons du pouvoir un projet de loi. Et faute de cela, nous avons engagé des pourparlers avec les députés solidaires de l'attente et de l'espoir du peuple pour l'introduction d'une proposition de loi dans les plus brefs délais. Samedi dernier à Dakar, le porte-parole Serigne Adama Mboup a lu devant la presse la déclaration de la structure. Le site français LGB quelque chose, nous ne voulons pas leur faire une publicité gratuite, en annonçant les films homosexuels sortis en ce mois de mai 2025 à travers le monde, a cité le nouveau film sénégalais Timpi Tampa. Toujours le même site basé en France poursuit. Mention spéciale au FESPACO 2025, le film mêle comédie, satire sociale et message LGBTQI fort, dixit le site. Ce scandale est imputable au service de l'État
plus particulièrement à la direction de la cinématographie. Pour mettre un terme à toutes ces offenses, il faut combler ce vide juridique de l'article 319 qui ne condamne pas la promotion des valeurs LGBTQ et tant d'autres dérives et offenses. Pour cela, nous exigeons le vote urgent de la loi criminalisant l'homosexualité dans tous ces nouveaux aspects cités dans notre document. Sauf changement, ce lundi, le président du groupe parlementaire du PASTEF recevra les membres de And Sam Djikoyi. L'objectif de cette rencontre, échanger autour de cette loi pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Fatou Cissé, le collectif a rappelé le mémorandum déposé depuis mai 2024 qui a appelé à revoir l'article 319 du Code pénal interdisant les actes homosexuels et demande le vote immédiat d'une loi renforçant les sanctions contre les pratiques et la promotion de l'homosexualité. Adam Boub, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, And Sam Djikoyi se tient à nouveau devant vous pour vous informer et vous éclairer sur l'avancement des activités que notre collectif s'est donné la noble mission de mener à bien pour le compte du peuple sénégalais. Parmi ces activités figure principalement la question de la fameuse loi portant sur la criminalisation de l'homosexualité, mais aussi bien d'autres préoccupations toujours liées à ce sujet. Ce sont toutes ces raisons qui fondent aujourd'hui notre décision de vous adresser notre communication. Mesdames et messieurs, un bref rappel s'impose. Le vendredi 24 mai 2024, notre émissaire, M. Mohamed Ndiaye, déposait simultanément à la présidence et à la primature une correspondance accompagnée d'un mémorandum reflétant les aspirations profondes et légitimes du peuple sénégalais. Dans cette missive, And Sam Djikoyi exprimait son indignation face au discours de M. Mélenchon à l'université Cheikh Anta Diop. Discours qui, rappelons-le, avait suscité une vive polémique. De plus, à l'occasion des élections, nous avons soumis ce même mémorandum à toutes les formations en lice et à tous les candidats, réitérant chaque fois l'espoir ardent du peuple de voir adopter le vœu de criminaliser ce que nous considérons comme une abomination. Toujours dans cette même démarche, le 25 mai 2024, nous étions à nouveau devant la presse pour réaffirmer notre position. Ainsi, sans relâche, avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives, jamais à aucun moment, comme en attestent ces faits, nous n'avons baissé la garde. Malgré l'instabilité sociale qui paralysait le pays et encore moins un collectif ou une quelconque association. L'argument massu était lorsque nous détiendrons le pouvoir, lorsque nous serons majoritaires à l'Assemblée. Après les législatives du 17 novembre et l'installation de l'Assemblée, le 5 décembre, And Sam Djikoyi, le 13 janvier, a saisi de la République et le Premier ministre d'audience afin de concrétiser enfin les interpellations récurrentes du peuple. Le régime déchu, accusant le collectif de sa débâcle, n'a reculé devant aucune méthode de discrédit et de calomnie à notre égard. Prétendue agression par une bande d'homosexuels étrangers sur le sol sénégalais, acte qualifié de provocation impliquant les homosexuels étrangers. Le collectif demande à l'État d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur les auteurs ainsi que les sources de financement qu'ils considèrent comme dirigées contre les valeurs fondamentales de notre société. Réécoutons Adam Boub. Cette loi est d'autant plus urgente que le peuple sénégalais est encore sous le choc de la dernière provocation et agression menée en toute impunité par une bande d'homosexuels étrangers sur notre territoire. Nous appelons l'État à ouvrir une enquête afin d'élucider les mobiles réels de cet acte et les éventuels commanditaires et complices résidant au Sénégal ou à l'étranger impliqués dans ce programme. Nous exigeons que des sanctions exemplaires leur soient appliquées afin qu'une pareille offense à tout un peuple et à ses valeurs intrinsèques ne se reproduisent plus. Le site français LGB quelque chose, nous ne voulons pas leur faire une publicité gratuite, en annonçant les films homosexuels sortis en ce mois de mai 2025 à travers le monde, a cité le nouveau film sénégalais Timpi Tampa, projeté dans des salles de cinéma dans la capitale sénégalaise. Le site LGBT précise que ce film aborde un double combat contre les normes de beauté toxiques et pour l'affirmation queer LGBT. Dans sa description du film Timpi Tampa, toujours le même site basé en France poursuit.
Mention spéciale au FESPACO 2025, le film mêle comédie, satire sociale et message LGBTQI fort, dixit le site. Ce scandale est imputable au service de l'État, plus particulièrement à la direction de la cinématographie, qui a apposé son visa pour la diffusion de ce film, comme pour beaucoup d'autres films et séries faisant la promotion d'antivaleurs. Pour mettre un terme à toutes ces offenses, il faut combler ce vide juridique de l'article 319 qui ne condamne pas la promotion des valeurs LGBTQ et tant d'autres dérives et offenses. Pour cela, nous exigeons le vote urgent de la loi criminalisant l'homosexualité dans tous ces nouveaux aspects cités dans notre document. Mesdames, Messieurs, comment, au vu de tout ce que nous venons de dire, une personne de bonne foi peut-elle prétendre qu'Ande Sam Djikoyi n'a rien fait? Consciente de son statut d'institution sociale, accréditée de la confiance du peuple dans toutes ses composantes, Ande Sam Djikoyi ne se laisse ni manipuler, ni instrumentaliser, ni menacer, ni faire chanter. Ande Sam Djikoyi possède les ressources humaines de qualité, les compétences et la responsabilité pour mener à bien sa mission. Elle la mènera à bien, Inch'Allah. Revoir l'article 319 du Code pénal interdisant les actes homosexuels et demande le vote immédiat d'une loi remplaçant les sanctions contre les pratiques et la promotion de l'homosexualité. À l'instant, vous venez d'entendre les propos de Adam Mboup. Ne touchez pas à nos terres, c'est ce que continue de revendiquer le comité de vigilance et de surveillance des habitants de la commune de Sarabidji dans le Fouladou face à la presse. Elles dénoncent le morcellement de leurs parcelles vendues de manière nébuleuse. Le FRAPP se joint à leur combat. Écoutons Aliou Gérard Koet, membre du secrétariat exécutif du FRAPP, au micro de Papa Kajali Badji. Nous sommes venus ici apporter notre soutien et notre solidarité au comité de vigilance et de surveillance de Sarabidji qui, pendant 12 ans, se bat contre des prédateurs fonciers, se bat contre des bandits fonciers, des délinquants fonciers, qui passent tout leur temps à morceler leurs terres, qui passent tout leur temps à vendre leurs terres aux yeux et aux yeux de tout le monde. Et pour ça, c'est une question qui ne peut plus perdurer. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, qui à travers le slogan Djoub, Djoubal, Djoubante, qui à travers leur balai, ils doivent utiliser cette méthode-là pour venir ici à Kolda, pratiquement, plus précisément à Sarabidji, pour balayer ces prédateurs fonciers, pour balayer ces délinquants fonciers, pour balayer également ces bandits fonciers qui privent ces pères et mères et soutiens de famille, qui pour certains, pendant des années, ont économisé des sous pour pouvoir avoir un terrain. Et jusqu'à présent, ces derniers ne parviennent pas à obtenir leur terrain. Parce que tout simplement, il y a des bandits fonciers, des délinquants fonciers qui passent tout leur temps à voler nos terres. Et c'est des choses qu'on ne peut pas continuer à regarder. C'est pourquoi le FRAPP est venu apporter tout son soutien et son solidarité à ce comité-là. Et de leur dire également que nous vous avons entendu. De vous dire aussi que nous avons reçu tous les dossiers. Ce dossier-là, on doit le multiplier. Ce dossier-là, les autorités actuelles doivent le recevoir. Parce que ce dossier-là résume toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et nous allons garder ce dossier-là de manière très précieuse. Mais nous n'allons pas nous limiter à cela seulement. Nous allons remettre ce dossier également à l'honorable député Guy Marius Sagna, qui est un député qui, pendant des années, a voulu venir ici. Je vous suggère également, puisque nous sommes ici à Kolda, et que Kolda a ses députés, faites également de même en photocopiant, mais ce document-là, et remettre ça également à nos honorables députés. Nos terres, nos vies, ce n'est pas qu'un slogan. C'est pour dire à l'État du Sénégal jusqu'à quel point nous, population de Kolda, nous sommes prêts à combattre contre ces bandits fonciers-là. Nos terres, nos vies également, veut dire également à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités avant qu'il n'y ait trop tard. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités et nous demandons surtout à l'État du Sénégal de faire un audit. À l'instant, Aliou Gérard Koïta, membre du secrétariat exécutif du FRAPP, qui réagissait au micro de Papa Kajali Badji de Sarabidji. Nous voici dans la première capitale sénégalaise sans lui, où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a présidé à la cérémonie d'inauguration du tout nouveau palais de justice. Après 17 années d'attente, la cité du Nord se dote enfin d'une infrastructure judiciaire moderne et adaptée à ses besoins. Maître Ousmane Diagne, au micro d'Aline Badara Diop. L'inauguration de ce nouveau palais de justice constitue, dans une certaine mesure, une matérialisation du principe d'équité sociale et territoriale auquel est foncièrement attaché le chef de l'État. En effet, la construction de cet édifice permet à Saint-Louis, ville en pleine expansion, de se doter d'une infrastructure judiciaire digne de son rang. En plus de
de ces énormes potentialités agricoles, cette partie septentrionale de notre pays devrait bientôt bénéficier des effets induits de l'exploitation pétrolière et gazière qui a démarré tout récemment. L'aménagement dans ce nouvel édifice permettra également à la Cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, longtemps confinés dans des locaux inadaptés aux exigences d'une justice moderne, de bénéficier désormais d'un cadre offrant plus de commodité, aussi bien pour ses occupants que pour les usagers du service public de la justice. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réaffirmer la volonté du gouvernement du Sénégal sous l'autorité du Premier ministre M. Ousmane Sonko de poursuivre et d'intensifier les efforts consentis en faveur de notre système judiciaire pour le rendre plus efficient et mis à même de répondre aux défis du moment. Mesdames, Messieurs, chères populations de Saint-Louis, avant de clore mon propos, je voudrais vous inviter instamment à préserver jalousement ce nouveau palais de justice. Il s'agit d'un défi immense qui interpelle au premier chef les personnels qui y officient. Vous avez la lourde responsabilité, comme l'a du reste rappelé M. le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Louis, M. Moustapha Fall. Vous avez donc la lourde responsabilité d'assurer son entretien au quotidien. À vous également, chère population de Saint-Louis, je vous demande de vous approprier ce palais de justice et d'aider les autorités judiciaires, les usagers du service public de la justice. Je vous exhorte à considérer ce nouvel édifice comme votre bien commun à tous. Inauguration du tout nouveau palais de justice de Saint-Louis. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne, réagissait au micro de notre correspondant Bara Diop. À Touba, les travailleurs de l'hôpital Namatou versent désormais dans la colère à cause des difficultés de travail, des problèmes de carrière. Il interpelle l'État du Sénégal, n'est-ce pas, Mamadou Moustapha Mbaye? L'hôpital Namatou de Touba est-il dans le coma, un profond coma? Les syndicalistes de l'établissement hospitalier répondent par la positive et énumèrent les difficultés. Il faut que la structure soit dotée de 2 ambulances au moins qui sont médicalisées. En plus, nous réclamons que l'hôpital de Ndamatou soit érigé en niveau 2 à travers l'accroissement de la capacité d'accueil, l'augmentation de la demande de services étant largement supérieure à l'offre, mais aussi de nouveaux services comme celui de la réanimation et des SAU qui seront bientôt opérationnels. En ce qui concerne les accords entre l'État du Sénégal et les syndicats, le personnel de l'hôpital Ndamatou est le dernier à recevoir l'enveloppe destinée à la structure pour le personnel. Donc nous demandons à l'État de ramener l'enveloppe de 80 millions à 120 millions pour pouvoir prendre en compte tout le personnel contractuel de l'hôpital. Compte tenu de la masse salariale de l'hôpital qui dépasse les 100 millions, accompagné d'un nombre important de prestataires, nous interpellons son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour le recrutement du personnel contractuel de l'hôpital dans la fonction publique. Par rapport aux 800 millions de francs CFA évoqués par le ministère de la Santé lors du dernier Magal destiné au secteur sanitaire local, il se pose aussi une autre question. Où est parti l'argent puisqu'un centime ne leur a été versé? Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 19 mai 2025, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. La coopérative allemande GFA Consulting Group et le projet Sensouf ont initié vendredi dans la commune de Thiaré un atelier de lancement des activités d'inventaire parcellaire et d'appui à la formalisation foncière. Un compte rendu signé Aline Badara Diop. La GFA Consulting Group, en collaboration avec le projet Sensouf, a initié un atelier de lancement des activités d'inventaire parcellaire et d'appui à la formalisation foncière dans la commune de Thiaré. Ce vendredi, Bokari Yatassaï est le chef de mission de GFA. Tout à fait. En fait, le projet comporte une dimension qui est une dimension gestion du conflit, parce que je pense que monsieur le maire l'a souligné tout à l'heure, en fait, qu'il y avait en fait la question des outils de planification, notamment le PAES. Alors le PAES, sa vocation, c'est vraiment la prévention du conflit, parce que ça permet de définir en fait des zones de vocation dans la commune et y adjoindre en fait des règles de gestion et des zones de gestion. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurisation, parce que ça permet de dire dans telle zone c'est de l'agriculture, dans telle zone c'est de l'habitat, dans telle zone c'est agriculture et habitat, ou dans telle zone. Mamadou Touré, le maire de la commune de Thiaré, félicite la dite structure de son engagement, mais aussi de l'accompagnement
des groupements de femmes. Mais aussi, il y a un autre volet du projet qui est l'accompagnement des groupements féminins. Donc, ils ont accompagné quelques groupements féminins à avoir des périmètres maraîchers qui ont permis de développer la politique d'amélioration des revenus de ces groupements de femmes. Maintenant, nous allons vers la phase 2 qui essentiellement constitue à l'inventaire parcellaire et à la sécurisation des procédures foncières de la commune. Donc c'est un honneur pour nous de recevoir l'équipe départementale du projet Sensouf. Et dans cette deuxième phase, il faut le rappeler, l'État se rattrape avec l'autre projet Procasef. Pour mettre un terme, les conflits fonciers et la délimitation des terres dans la région de Kaolack et de Kaffrine, la GFA et le projet Sensouf sont venus au moment opportun. lépp jafe-jafe bu fi nekkoon ci wàllu suuf léegi mu ngi wàññeeku borom dëkk yi danañ am problème toujours mu yem fa wala mu jàll mairie léegi loolu wàññeeku na da ngay nekk fii ci dëkk at bi mu jeex doo am problème suuf léegi kam-kam baa ngi dugg ndax seen waxtaan yi. Ce lancement des activités d'inventaire parcellaire permettra aux communes d'avoir une gestion sur le foncier selon les acteurs concernés. Aline Badara Diop, selon Bokor Yatassaï, chef de mission GFA-IPE pour le compte de Sensouf, qui revient sur l'activité d'inventaire de la deuxième phase que la commune de Tcharé a abrité avec les différentes parties prenantes. Bokor Yatassaï au micro d'Aline Badara Diop. Aujourd'hui, on s'est réunis à Tcharé pour faire le lancement en fait, de l'activité inventaire. Donc c'est vraiment une opportunité, également une tribune pour présenter en fait les objectifs de la seconde phase qui fait partie de la mise à l'échelle parce qu'il y avait une phase expérimentale qui s'est tenue dans la commune de Latmengue et Kermbouki. Maintenant, on est dans une phase de mise à l'échelle. Donc Tcharé fait partie des communes qui ont été choisies pour commencer la mise à l'échelle. Donc cet événement aujourd'hui, c'était vraiment pour informer les participants, les différentes parties prenantes sur en fait le processus, la méthodologie, les différentes étapes, mais également l'agenda et le déploiement, voilà, de partager sur notre feuille de route avec les intéressés, de pouvoir l'amender aux besoins selon leur compréhension en fait, de ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, j'en profite pour appeler les services techniques qui seront quand même un maillon important du dispositif dans cette activité, de nous appuyer, les équipes sur place et également à la commission domaniale qui est le pivot, mais également les chefs de village qui sont nos relais au niveau local. Donc voilà, c'est tout un ensemble de ressources et de personnes qu'il faut organiser et déployer pour avoir en fait, pouvoir collecter de l'information qui soit une information précise, fiable, retraçable et qui permet de donner une valeur ajoutée aux documents en fait, qui vont être produits, qui vont permettre de sécuriser en fait, les droits d'usage dans les parcelles qui ont fait l'objet des levées. En fait. Et il y a des règles de gestion qui accompagnent en fait, ces décisions. Donc c'est un premier niveau déjà de sécurisation. Donc nous, en fait, à niveau, je pense, du langage technique, on dirait c'est un premier niveau de sécurisation, mais macro-spatial. Le maire de la commune de Tcharé, Mamadou Touré, a justement apprécié le travail colossal abouti par le projet Sensouf, tout en revenant sur la première phase par rapport à la situation foncière de sa localité. Il est interrogé par Aline Badara Diop. Déjà avant les suggestions, je vais vous faire part de mes impressions. Le projet Sensouf, comme vous l'avez dit, est en train de lancer sa deuxième phase aujourd'hui dans la commune de Tcharé, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu une première phase. Et dans le cadre de la politique de l'État, d'amélioration et de la sécurisation de la gestion foncière, la GIZ, en partenariat avec l'État du Sénégal, avait initié un programme qui s'appelle Sensouf. La commune de Tcharé a eu la chance de faire partie des 17 communes sélectionnées au niveau national. Dans la première phase, on a eu à bénéficier de ce projet, et notamment dans la mise en place des POAS, donc les programmes d'occupation et d'affectation des sols, et qui constituent un ensemble de paliers qui ont abouti à ce document, notamment avec le recrutement d'un agent foncier dédié carrément aux activités foncières qui accompagne la commission domaniale, mais aussi la cartographie thématique de l'ensemble de la commune, la délimitation de la commune. Aujourd'hui, rares sont les communes au Sénégal qui ont des délimitations alignées sur le plan cadastral. Et la commune de Tcharé en fait partie grâce au projet Sensouf. On a eu aussi à bénéficier de tout ce qui est référencement de la commune. Avant le projet, la commune n'était pas géoréférencée, donc on ne pouvait pas faire des délibérations avec des coordonnées GPS alignées au système cadastral national. Aujourd'hui, à la fin de la phase 2, toutes les délibérations qu'on fait dans la commune sont alignées dans le système national de géoréférencement des parcelles. Et je pense que rien que cela, c'est une avancée majeure dans la commune.
À l'instant, le maire de la commune de Tcharé, Mamadou Touré, venu présider cette rencontre, l'adjoint du sous-préfet de Koumbel, Birahim Fall, revient sur la structuration du projet Sensouf à l'apport positif, dont la gestion foncière et surtout la délimitation des terres. Je voudrais juste revenir un peu sur le parcours qu'a effectué le projet Sensouf depuis qu'il a été installé dans les différentes communes de l'arrondissement, en l'occurrence la commune de Tcharé, Kolpaka et Latmengue. C'est en ce sens que nous avons travaillé avec le projet dans plusieurs domaines relatifs à la gestion foncière et la sécurisation foncière, à travers des ateliers de formation, de sensibilisation, mais aussi de démarcation des limites des communes. Donc, en grosso modo, voilà ce qu'on a pu faire avec le projet Sensouf, qui est un projet allemand en partenariat avec l'État du Sénégal, dont nous sommes aujourd'hui ici les représentants. L'importance d'aujourd'hui, c'est que la première phase a été bouclée et les restitutions ont été faites. Aujourd'hui, on a entamé la deuxième phase et aujourd'hui, c'est le lancement officiel, caractérisé par le thème qu'on appelle l'inventaire et la formalisation, surtout au niveau des délibérations, ce qui concerne les délibérations au niveau des communes. Donc aujourd'hui, on vient assister à ce lancement qui est très important pour non seulement les populations locales, mais aussi facilite le travail à la mairie, mais surtout à notre niveau. Donc nous souhaitons que, comme la première phase, cette phase aussi soit beaucoup plus attirante, qu'on implique beaucoup plus la population locale et pour qu'on ait les résultats attendus. Vous suivez le journal. Sur Alpha FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Kolda, un panel réunissant plusieurs acteurs dans le but de trouver des solutions à la problématique sur la planification familiale. C'est cette logique que l'ADEMAS fait la promotion de l'espacement des naissances. Docteur Cherdier, il est directeur exécutif de l'ADEMAS au micro de Papa Kadjeli Badji. Nous sommes ici à Kolda pour appuyer la DRS par rapport à l'organisation d'un panel de discussion sur les barrières liées à la planification familiale dans la région. L'objectif, c'est d'identifier quels sont les principaux obstacles par rapport à la planification familiale et essayer de voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour lever ces barrières afin que la région de Kolda puisse atteindre l'objectif du taux de prévalence contraceptive dans la région. La planification familiale est multisectorielle et aujourd'hui nous remercions la DRS d'avoir vraiment mobilisé toutes les parties prenantes par rapport aux obstacles. On peut identifier 3-4 aspects. Le premier obstacle, c'est des obstacles qui sont liés à la demande des services. Pourquoi les femmes ne vont pas au niveau des structures pour demander des services de planification familiale? Et c'est là où interviennent tous les facteurs socio-culturels, les interdits, les rumeurs liées à la planification familiale, issus de la gestion des effets secondaires de la planification. Il y a des obstacles qui sont liés à l'offre de services. Et là, c'est toute l'organisation de l'offre de services au niveau des structures de santé, mais également, il y a des obstacles qui sont liés à la disponibilité des produits à tous les niveaux. Et là, c'est des problèmes logistiques, etc., qui font que certains produits font défaut des fois. Et en général, et ça également, il y a des obstacles qui sont liés à la coordination, mais au suivi et évaluation pour faire le point sur les progrès liés à la planification familiale. Ça, c'est les principaux défis qui sont, n'est-ce pas, identifiés dans les régions. 23%, c'est le taux de prévalence de la planification familiale à Kolda. Des efforts doivent être faits à cet effet pour arriver au minimum à 40%, selon le directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé. Aujourd'hui, il est question pour nous d'aller plus vite pour qu'à l'horizon 2028, que nous puissions en tout cas atteindre les 40% de taux de prévalence contraceptive. Ça aussi, nous le faisons en adéquation avec aujourd'hui le référentiel 2050 ainsi que la lettre de politique sectorielle de la santé, qui est déjà une lettre qui a reçu sa validation politique, où en tout cas le focus sera davantage mis sur tout ce qui est promotion et tout ce qui est prévention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup échanger. On sait que la promotion nous permettra de relancer la demande, parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'équipement de nos structures, quelle que soit la compétence de nos techniciens, si les populations ne viennent pas demander le service, nous serons toujours à des résultats qui seront en deçà des performances escomptées. Aujourd'hui, il faut aller à la rencontre de tout ce
qui est croyance, sensibiliser, donner la bonne information. L'axe principal sera mis sur l'espacement des naissances. Aujourd'hui, on sait que espacer les naissances, c'est des études de l'OMS qui ont montré qu'en espaçant les naissances, on peut réduire de 35% donc la mortalité maternelle et de 17% de tout ce qui est mortalité infantile et néonatale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un axe, en tout cas extrêmement important, qu'il faudrait privilégier dans nos communications et également partir des acquis, mais voir qu'est-ce qui, en tout cas, ralentit cette progression pour pouvoir donc intégrer l'ensemble, en tout cas, des difficultés qui seront identifiées, qui pourront également faire l'objet de recherche de solutions, parce qu'une chose est d'identifier la difficulté, une autre chose est d'identifier les solutions. Et ça également, c'est un des objectifs assignés à cette rencontre, donner des pistes de solutions qui seront intégrées dans les différents plans d'action. Aujourd'hui, la région a déjà son plan d'action, donc planification qui est déjà... Aujourd'hui, ça sera l'occasion de valider ce plan en intégrant l'ensemble des éléments de discussion que nous ferons aujourd'hui. Nous sommes déjà en tout cas très heureux de voir que l'ensemble des acteurs qui ont été conviés ont répondu présent, ce qui présage en tout cas de rencontres qui seront intéressantes. Aujourd'hui, en termes de planification familiale, c'est vrai que la région a fait des progrès, mais aujourd'hui nous sommes autour de 23%. Maintenant, c'est vrai que notre système a connu des difficultés dans la remontée de l'information. Nous sommes actuellement en train de faire un travail, en tout cas de complément de l'ensemble de nos informations, et donc ce qui fait que une fois que cette information sera collectée de façon exhaustive, certainement les chiffres seront revus à la hausse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas actuellement à 40%. Donc nous voulons accélérer, et pour ça, il faut savoir adresser les bonnes stratégies, mais surtout aussi, ces stratégies seront adossées à l'identification des vrais problèmes. Ce qui donne toute l'importance au fait d'avoir convié les différents acteurs, parce que chacun connaît dans son domaine quels sont les obstacles, et c'est l'ensemble de ces informations qui nous permettront, en intégrant l'ensemble des secteurs, d'adresser les bonnes stratégies. Actualité internationale. Sur l'international, Gabon, après plus de 20 mois d'assignation à résidence, l'ancien président Ali Bongo Ondimon, son épouse et son fils sont arrivés à Luanda, la capitale de l'Angola. Leur départ en exil suscite des réactions contrastées. Au Gabon, après le départ de la famille Bongo en Angola, Ali Bongo, le président gabonais déchu, sa femme Sylvia et son fils Noureddine sont donc arrivés à Luanda. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit du fruit d'un accord diplomatique entre João Lourenço, le président angolais actuellement à la tête de l'Union africaine, et Brice Clotaire Olinguin Nguema. Les deux hommes se sont en effet rencontrés à Libreville en début de semaine. Eh bien, selon maître François Zimray, il s'agit d'un soulagement pour la famille Bongo. Ne pas savoir si Luanda n'est qu'une étape ou bien un lieu d'établissement pérenne pour la famille Bongo. Il assure ne pas croire à un procès équitable pour Sylvia et Noureddine Bongo au Gabon. Un procès qui aura pourtant lieu en présence ou en l'absence des prévenus. C'est ce qu'a annoncé hier Eddie Minang. Il est procureur général gabonais et il explique que Sylvia Bongo et son fils ont été remis en liberté provisoire pour des raisons humanitaires, mais qu'ils sont toujours poursuivis notamment pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Quoi qu'il en soit, ce départ de la famille Bongo vers l'Angola passe mal auprès de nombreux acteurs politiques et de la société civile. Au sein des familles des victimes de la crise post-électorale de 2016, c'est la colère qui règne. Aïcha Tsumbu est présidente de l'association Réconciliation. Très émue, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Actualité internationale. En RDC, une commission technique devra donc se prononcer sur la demande de levée de l'immunité de Joseph Kabila. Elle s'appuie sur le réquisitoire du procureur près la haute cour militaire qui repose lui-même en partie sur les déclarations d'Eric Nkuba. Ce collaborateur de Corneille Nangaa, arrêté puis condamné à mort, affirme, selon le procureur, avoir entendu une conversation entre Kabila et Nangaa évoquant un plan rwandais contre le président Tshisekedi. Joseph Kabila aurait là suggéré de renverser son prédécesseur, des éléments qui, selon le ministère public, appuient les accusations de trahison et de soutien à l'AFC M23. Actualité internationale. En RDC toujours, plus de 1300 militaires et policiers ont été évacués de Goma, réfugiés dans des bases de la MONUSCO près de la ville prise par l'AFC M23. Ils ont donc été transférés ces 2 dernières semaines vers la capitale, Kinshasa, à la fin donc d'une opération qui aura été longue et complexe et menée par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
Actualité internationale. Un projet de loi de dérogation au code électoral à la une de l'actualité politique en Centrafrique. Les députés doivent donc se prononcer aujourd'hui. Le texte qu'ils ont à examiner prévoit de suspendre l'obligation d'avoir une liste électorale révisée, et ce, 1 an avant un scrutin. La disposition est en effet intenable étant donné que la Centrafrique doit organiser des élections locales fin août et surtout nationales, présidentielles et législatives, cette fois en fin d'année. Actualité internationale. La Centrafrique et ses 1200 km de frontières avec le Tchad, sujet de plusieurs rencontres ces dernières semaines entre experts militaires des deux pays. Et bien finalement, Bangui et N'Djamena ont annoncé la création d'une force conjointe contre l'insécurité à leurs frontières. Cette mission est entièrement financée par les deux pays, mais le nombre des soldats mobilisés n'a pour l'heure pas été révélé. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Coupe d'Afrique des Nations U20. Le Nigeria décroche la médaille de bronze après sa belle victoire face aux Égyptiens à la séance des tirs au but, 4 contre 1. À la fin du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur le score d'1 but partout. La finale a été remportée par l'Afrique du Sud qui succède au Sénégal. Les Sud-Africains ont battu les Marocains 1-0 lors de cette finale qui s'est déroulée hier en Égypte. Retour chez nous, mort de Fadjouf Ndiaye, le capitaine de l'US Ouakam, qui s'est effondré dans le vestiaire peu après la pause du match contre Oslo, disputé au stade Biram Ali des Parcelles Assainies. Il n'a pas survécu à un malaise soudain. Le docteur de la Jeanne d'Arc de Dakar, docteur Djegan, s'en est prononcé dans l'émission Planète Sport de ce dimanche. Mort subite, crise cardiaque, conséquences et sensibilisation. Écoutons ses propos. Je ne dirais pas que récurrent, je tiens à insister dessus. Je suppose que moi, d'après ma vision personnelle, je pense que c'est parce que les réseaux sociaux vulgarisent ça très rapidement. C'est pourquoi on a l'impression que ça a augmenté, mais il faut dire que ça a toujours existé. Maintenant, il y a des mesures préventives qu'il faudrait que les sportifs, les clubs, les fédérations puissent adopter pour éviter que ce genre de tragédie survienne sur nos terrains. En ce qui concerne le football, je suppose que c'est une ligue professionnelle, donc je suppose que tous les clubs ont des médecins du sport qui insistent et qui font à leurs joueurs la visite médicale de non-contre-indication à la pratique du sport en début de saison de chaque année. Ça, je pense que la fédération insiste dessus et que c'est un préalable à l'obtention d'une licence pour participer aux différents championnats de la ligue professionnelle. Donc ça, c'est la première étape. Et je pense que la fédération le respecte chaque année. Tous les clubs font faire à leurs joueurs une visite médicale de non-contre-indication à la pratique du sport en début de saison. Oui, absolument. Donc, en plus de la visite médicale de non-contre-indication du sport que tout le monde doit faire, même les non-professionnels, j'insiste dessus. Les sportifs du dimanche qui ne jouent que le dimanche, il faut qu'au moins chaque 2 à 3 ans, qu'ils aillent voir un médecin qui va leur faire un questionnaire, leur poser des questions, voir s'il y a des antécédents familiaux de maladies cardiaques, par exemple, s'ils ont déjà fait des malaises, tout ça, faire au minimum leur ausculter le cœur pour voir s'il n'y a pas d'anomalie et faire minimum un ECG de repos. Et s'il y a de petites anomalies qui sont détectées lors de cet examen de routine, le médecin va demander des examens complémentaires plus poussés, comme des ECG d'effort, des échographies cardiaques, pour écarter tout problème cardiaque qui pourrait être à l'origine d'une mort subite du sportif. Docteur Djegan en a profité de cette occasion pour parler du cas des défibrillateurs cardiaques dans les stades. Justement, la Ligue R2, sans lui, mettra à disposition un défibrillateur cardiaque pour toutes ces séances d'entraînement et tous ces matchs officiels à domicile comme à l'extérieur. Vous entendrez la réaction de Dr Djegan dans nos prochaines éditions sur le cas des défibrillateurs cardiaques. 24e journée de la Ligue 1, Teungueth FC s'est incliné devant la Speaking 0 contre 1. Oslo FA battu par l'US Ouakam 2-0. Les autres rencontres sont prévues ce mardi pour la Ligue 2. AS Cambérène bat AS Douane 1-0. Duc Celeps Excellence 1 but partout. AS Bambey Djambar 0 but partout. Thiès FC RS Yoff même score. AS Saloum battu par AS Kaffrine 1-0 dans le derby des Saloum. Basket à présent, Final 8 chez les hommes dans le groupe B. La Jeanne d'Arc de Dakar signe une deuxième victoire en play-off en venant à bout du Duc 59-51. Victoire du Duc face au CMT 60-54. Victoire également de l'UGB
face à Louga Basket Club 63-49. L'AS Douane qui s'offre une deuxième victoire en play-off après avoir pris le dessus sur Mermoz Basket Club 72-55. Handball, 5e journée chez les dames, Saltigué perd devant Golf 23-32. Djadji Sarr qui perd devant 10 au 36-38. Gaston Berger qui s'incline devant Diamono 30-37. Chez les hommes, Saltigué s'incline devant la Jeanne d'Arc 21-30. Gaston Berger perd devant Asfa 33-35. Isaac Sport bat Kafrine 28-26. Olympique de Diourbel s'incline devant UCAD 22-26. Football en Europe, 37e journée Prime League. Everton de Gana Gueye et de Mandiaïba, Southampton 2-0. West Ham s'incline devant Nottingham Forest 2-1. Brentford perd devant Fulham 2-3. Leicester bat Ipswich 2-0. Arsenal bat Newcastle 1-0. En finale FA Cup, Ismaël Sarr rentre dans l'histoire en battant le Man City et remporte le trophée FA Cup en Angleterre. En Espagne, 37e journée Liga, Atlético Madrid bat Betis Séville 4-1. Celta Vigo perd devant Rayo Vallecano 2-1. FC Barcelone s'incline devant Villarreal de Pape Gueye 3-2. Séville FC qui s'incline devant le Real Madrid 2-0. Valence perd devant Atlético Bilbao 1-0. Mallorca perd devant Getafe 2-1. Real Sociedad bat Gérone 3-2. Valladolid qui perd devant Alaves 0-1. Las Palmas s'incline devant Leganés 1-0. Osasuna bat Espanyol Barcelone 2-0. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h40, la presse du jour, lui, est parcourue en 2 minutes 41 par Nefatou Sissé. Drame conjugal à Fatick. Marie-Louise Nour, abattue par son époux Mohamed Diouf, qui serait un ancien militaire, a dégainé une arme avant de lui tirer une balle en pleine poitrine. Le couple avait 4 enfants. Relate ce matin Libération. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin revient également sur l'interpellation de Sangou Cheikh Moussa Diagne à Foundiougne et renseigne à ce propos que ce dernier conduit à Dakar sera déféré ce lundi. En plus d'une haute saisine du parquet, une plainte a été déposée par le comité de défense des valeurs morales au Sénégal, informe Libération. Samadalou Serigne Mougen Bakara Banassi, interrogé sur ses propos qui lui valent ses déboires judiciaires, le journal d'indiquer que le mis en cause assume l'intégralité de ses mots, ajoutant que son intention n'était pas de heurter qui que ce soit. US Wakam, le capitaine, décède en plein match bar sous fond noir à sa une. Quotidien Sport Plus, Fadjouf Ndiaye emporté par un malaise à la mi-temps. Écrit Tribune Sport. Décès tragique du capitaine des Requins Rouges, Fadjouf Ndiaye repose au cimetière de Wakam. Annonce record de la République à la Haute Cour de Justice, audition d'anciens ministres. Le compte à rebours commence. Titre Direct News. Pour la première fois, écrit la publication, les auditions d'anciens ministres débutent aujourd'hui. Il s'agit de Ndeye Salimata Diop, 19 mai 2025, Moustapha Diop le 22 mai, Mansour Faye le 26 mai, Ismaïla Madior Fall et Aïssatou Sophie Gladima, eux, seront entendus, dit le journal ultérieurement. Dialogue politique Sud Quotidien qui relève la main tendue du chef de l'État. Note ce matin ce qu'il appelle le 8 mai de l'opposition, célébration du père de la révolution burkinabé. L'ombre de Sankara de Ouaga à Dakar, titre ce lundi Vox Populi. Le pays des hommes intègres déroule le tapis rouge au PM Sonko. Le quotidien Yor qui évoque lui une ferveur patriotique et panafricaniste à Ouagadougou fait mention sur des échanges concernant le commerce, la lutte contre le terrorisme, la vivification de la mémoire de Sankara, entre autres sujets. Le premier ministre sénégalais au Burkina, Sonko, reçoit une volée de bois vert au Sénégal. Titre Les Échos. Diplomatie sénégalaise, Bougane dénonce l'alignement farfelu autour de la junte. Titre L'As. Et puis le quotidien enquête sur un tout autre registre, livre à ses lecteurs ce matin le contenu d'un dossier consacré à la Tabaski 2025. À 17 jours de la fête, dit le journal, éleveurs et acheteurs vivent un grand stress entre Thiès, Matam, Kaolack et Saint-Louis. La publication qui note une grande incertitude sur les moutons de la sous-région fait un retour sur les mesures incitatives du gouvernement. C'est la fin de cette édition.
Merci à Kodoussek Kedeme qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Lefatou Sissé. Et devant ce micro, Seri Moussa Khan. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. La criminalisation de l'homosexualité, le collectif Fandou Sambou Djikoyi reste engagé dans une mission noble au service du peuple sénégalais et dénonce une prétendue agression par une bande d'homosexuels étrangers sur le sol sénégalais. Ndeye Fatou Sissé nous a fait le point dans ce 12 heures. Atelier de lancement des activités d'inventaire parcellaire et d'appui à la formalisation foncière, la coopérative allemande GFA Consulting Group et le projet Sensouf. Nous nous sommes rendus à Tchare, hôpital Namatou de Touba. Les travailleurs de l'établissement de Sine, une structure malade, voire dans le coma, le moral au ras des pacarettes. Les travailleurs estiment que l'hôpital est sous-dimensionné. Sous l'international Gabon, après plus de 20 mois d'assignation à résidence, l'ancien président Ali Bongo Ondimon, son épouse et son fils sont arrivés à Luanda, la capitale de l'Angola. Leur départ en exil suscite des réactions contrastées. Puis sport, 25e édition, drapeau du chef de l'État, Kaolack succède la région de Dakar. Et puis CAN U20, l'Afrique du Sud gagne le trophée devant le Maroc et succède au Lionceau. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. La revue des quotidiens a bouclé cette édition. Au revoir. Le journal Serigne Moussa Khan.